Depuis sa création en 2001, l'Institut pour le dialogue des civilisations s'est consacré à la promotion de la culture et du dialogue entre les cultures et des civilisations en faveur, effectivement, de cet objectif comme étant indispensable pour favoriser le développement, pour favoriser la paix. Et nous avons effectivement la conviction, à l'Institut pour le dialogue des civilisations, que la culture joue un rôle majeur dans le développement, qu'il soit économique, mais aussi le développement humain, la stabilité, la cohésion des sociétés. Et à ce titre, nous avons été très heureux de travailler avec beaucoup de partenaires du monde public, du monde privé, du monde institutionnel, du monde gouvernemental, pour promouvoir une nouvelle initiative en faveur de ce que l'on appelle la finance responsable en faveur de la culture. Une première réunion a eu lieu au mois de juillet dernier, donc il y a à peu près 2 mois, au siège de l'UNESCO à Paris. L'UNESCO s'étant associé à cette initiative, en faveur également, en présence également d'un certain nombre d'acteurs du monde financier et donc bancaire, et nous en parlerons plus en détail tout à l'heure. Et une session importante vient de se terminer il y a quelques heures ici à Rhodes à l'occasion du 17e sommet ou forum de l'Alliance du dialogue des civilisations, et sur justement ce thème de comment favoriser la responsabilité du monde financier, des investisseurs en faveur de la culture. Et donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous à la fois Monsieur le ministre Madame Issa, qui est ministre de la Culture du Niger, qui va nous donner son point de vue, d'un point de vue du gouvernement, comment effectivement, d'un point de vue d'un gouvernement africain, pourquoi, quelle est l'importance de la culture en faveur du développement et en faveur de la stabilité. Nous avons également Pascal Thumrel, qui dirige le cabinet Respetica, qui travaille également beaucoup sur ce thème. Pascal a une longue expérience dans comment associer la thématique de la culture avec la thématique du secteur privé et du monde de l'entreprise. Et nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Alain Bitschek, qui est le fondateur et le dirigeant du Centre des cultures d'Afrique. Donc nous avons à la fois des opérateurs du monde de la culture, un think tank leader en matière de réflexion sur ces problématiques, et puis également la perspective gouvernementale. Et nous avons eu également au cours de cette session cet après-midi une présence active de l'UNESCO, nous avons une présence active d'un groupe bancaire qui s'appelle Triodos, peut-être Pascal nous en dira un peu plus, donc qui montre bien que cette coalition et cette mobilisation des acteurs est déjà en cours. Donc voilà, je voudrais peut-être me tourner d'abord vers Pascal, qui va nous dire en quelques mots quelle est la nature de cette initiative et quel en est l'objectif, vers quoi veut-on aboutir? Merci Jean-Christophe. Connaissant donc les missions et l'ambition de l'Institut Dialogue of Civilization, j'ai proposé en effet de réfléchir sur l'implication des investisseurs dans la culture, puisqu'il n'est pas question ici de parler de philanthropie ou des programmes de mécénat des entreprises, mais bien de considérer la culture comme l'une des dimensions de l'investissement responsable. Comme l'a très bien rappelé Jean-Christophe, la culture est un ressort de l'estime de soi et de la cohésion sociale. Et quand les investisseurs qui se disent responsables veulent contribuer à bâtir des sociétés inclusives et plus respectueuses de la diversité et de la paix, il est urgent de faire ressortir la dimension culturelle dans leurs préoccupations. Donc déjà, les investisseurs qui se veulent responsables introduisent des critères sur l'environnement, sur la cohésion sociale, et la culture n'est pas encore formellement présentée comme indispensable dans cette définition-là. Or, le secteur des industries culturelles est un secteur très puissant en termes de chiffre d'affaires, en termes d'emploi, en termes d'influence, et l'appel de Rhodes en fait, sollicite les investisseurs pour que, un, ils considèrent que la culture fait partie de leur mission d'investissement responsable,
2, que c'est un secteur qui est très puissant en termes d'influence, comme je l'ai dit. Et 3, c'est aussi une raison d'attirer leurs clients, puisque aujourd'hui, les clients des banques veulent savoir où va leur épargne. Ils investissent par exemple dans des fonds dédiés à la préservation de la biodiversité, à l'eau, à un air plus pur. Et nous, on voudrait peut-être faire réfléchir les investisseurs privés pour proposer des produits financiers qui seraient dédiés à la culture, à l'essor de musées, à l'essor de théâtres, à l'essor d'événements qui puissent contribuer à bâtir ces sociétés plus inclusives. Donc c'est l'appel d'aujourd'hui, l'appel de Rhodes. L'appel de Rhodes, et que on va effectivement à partir d'aujourd'hui, avec nos partenaires gouvernementaux, nos partenaires acteurs du monde culturel, mais aussi nos partenaires financiers, que nous allons développer, amplifier, et réellement en vue de faire en sorte, et peut-être Pascal pourra revenir sur ce point tout à l'heure, et Alain d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la culture n'est pas forcément reconnue comme le sont par exemple les questions de développement durable, comme sont les questions de lutte contre la pauvreté ou d'éducation dans cet agenda 2030 des objectifs du développement durable. Mais je voudrais me tourner maintenant vers Monsieur le ministre Malam Issa, donc gouvernement du Niger, ministre de la Culture du Niger. Merci d'abord de nous rejoindre. Vous pouvez peut-être nous dire un mot, vous, en tant qu'acteur ministériel, quelle est justement l'importance de la culture dans les politiques gouvernementales et comment cette initiative, justement, qui tente à mobiliser les investisseurs, peut être d'intérêt pour vous et comment, je dirais, au niveau même panafricain, puisque vous êtes ministre du Niger, mais vous parlez aussi au titre de l'Afrique. Je voudrais, avant tout propos, vous remercier, M. Bass, et remercier l'Institut de recherche Dialogue des civilisations pour l'honneur que vous nous faites à travers d'abord notre président de la République, son Excellence Issoufou Mamadou, que vous avez comme invité d'honneur à cette 17e session, et à travers nous-mêmes, surtout à travers cette occasion que vous nous donnez de parler de la culture, de son importance et de la problématique de son financement. Je pense que jusque-là, la culture est considérée comme le seul apanage des États, du secteur public. Et lorsque, à travers ma participation ici, j'ai pris connaissance de cette initiative, je me suis senti très soulagé, très encouragé du fait que vous ouvrez les possibilités de reconnaissance, les possibilités de financement de la culture au secteur privé, aux acteurs culturels. C'est vrai que les acteurs culturels étant au cœur de la question culturelle, ils ont été toujours concernés, mais la nouveauté qui fait l'originalité de votre initiative, c'est cet intéressement du secteur financier et du secteur privé. Pour ce qui est de l'importance de la culture, je pense que nous, chez nous au Niger, on a une nouvelle vision qui est celle du président de la République, de dire que le préalable au progrès, le préalable au développement, c'est la culture. Et donc nous avons ce qu'on a appelé la renaissance culturelle comme un sous-programme du développement du Niger. Le premier axe d'ailleurs de notre programme de développement jusqu'en 2021, qui dit qu'il faut créer les conditions du développement à partir de la culture comme vecteur de transmission des valeurs, de promotion des valeurs, comme vecteur de combat des antivaleurs. Et donc, du coup, il faut appeler à cette prise de conscience de gouvernants, de placer la culture au cœur de nos politiques publiques. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La deuxième chose par rapport à ça, c'est qu'au même moment qu'on essaie de remonter, de rehausser son importance, malheureusement, cela n'est pas suivi par des financements conséquents. Au niveau des États africains, il y a très peu d'États africains qui utilisent 1% de leurs budgets nationaux pour le financement de la culture. Et donc, dans l'espace CEDEAO, j'avais récemment présidé une réunion des ministres de la Culture au Bénin, à Cotonou. Et au cours de cette réunion, nous avons fait l'effort de faire une déclaration de Cotonou qui engage les États à faire en sorte qu'à l'horizon 2025, que chaque État puisse utiliser 1% de son budget. Ça paraîtra insignifiant aux yeux de beaucoup de gens, mais c'est largement suffisant pour qu'on puisse promouvoir la culture. C'est largement suffisant pour qu'on puisse encadrer et accompagner la professionnalisation des acteurs culturels. Et de l'autre côté aussi, il faudrait, c'est en cela que je salue votre initiative, il
faut reconnaître que nous, c'est nouveau. Les acteurs privés ne s'intéressent pas à la culture dès lors que ce n'est pas un secteur rentable pour eux. C'est juste les entrepreneurs culturels et les États qui les utilisent pour les quelques intérêts des entrepreneurs, mais surtout l'État pour l'importance de la culture dans les règlements des conflits, de la cohésion sociale, de la recherche de la paix. Parce que nous, au Niger, on avait depuis 2-3 ans initié un forum qui rassemble tous les États de la CEDEAO, intitulé Forum de la CEDEAO sur le dialogue inter- et intra-religieux pour la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Et c'est la culture qu'on a placée au cœur de ce forum pour que des échanges se fassent, les religions se parlent à l'interne et entre elles, et pour que la culture puisse avoir cette dimension de régulateur de la paix. Donc globalement, c'est ce que je voudrais dire. Nous avons le challenge, nous avons le défi à relever de faire en sorte que la politique soit au cœur de nos politiques publiques. Nous avons le défi de faire en sorte que les financements conséquents publics suivent cette importance de la culture, mais nous avons désormais cette prise de conscience d'impliquer le secteur privé. Et pour cela, je crois que la responsabilité est partagée entre les opérateurs culturels et l'État pour que ces opérateurs culturels puissent être plus professionnels, puissent produire plus d'œuvres de qualité et que nous convainquions les banquiers et les institutions financières pour qu'elles nous accompagnent dans le financement de la culture. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On se réjouit beaucoup naturellement de cette sorte de convergence de vues et je pense que là, l'Institut pour le dialogue des civilisations est complètement dans son rôle d'être une sorte de catalyste et un lieu de convergence, d'initiative. Et je crois que les choses se font presque un petit peu, non pas par hasard, parce que les hasards se provoquent toujours, mais il y a une sorte d'alchimie qui est en train de se créer autour de cette initiative pour laquelle nous portons beaucoup d'espoir. Je pense qu'on reviendra effectivement sur cette question de pourquoi la culture, dont à l'évidence chacun reconnaît qu'elle joue un rôle majeur en matière de développement, en faveur de cohésion des sociétés, en faveur de ce que Pascal appelait peut-être l'estime de soi et justement de facteurs donc de paix et de stabilité dans les sociétés. Pourquoi aujourd'hui la culture n'est pas reconnue à ce titre, en tout cas par beaucoup d'institutions financières. Alors, on disait tout à l'heure que nous avions la chance d'avoir Alain Milchek avec nous qui dirige donc le Centre des cultures africaines. Donnez-nous un peu la perspective justement d'un opérateur ou des opérateurs culturels par rapport à ces problématiques-là et par rapport à cette initiative. Tout à fait. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vraiment me rejoindre à Monsieur le Ministre en vous remerciant, Jean-Christophe, ainsi que Pascal, de faire en sorte qu'on puisse se retrouver et aborder cette question qui est centrale, vraiment centrale pour nous les opérateurs de la culture, parce que moi je sillonne le continent d'Afrique du Sud, du Nigeria, du Congo, Cameroun, Sénégal, et en fait quand je discute avec mes confrères et quand on monte des opérations, des festivals ou qu'on produit des films, on a toujours la même difficulté, c'est comment est-ce qu'on accède au financement. Et c'est vrai, la difficulté, par exemple, contrairement à l'Europe où les choses sont parfois très organisées avec du financement public et tout ça, le problème c'est qu'on a du mal à parfois faire bouger les institutions, il faut vraiment le dire, et je salue vraiment l'initiative que vous prenez, Monsieur le Ministre, parce que il faut convaincre vos collègues, et c'est très très dur quand on est un producteur de spectacles, de films. Voilà, je viens de produire un film qui sort le mois prochain au Cameroun. On a passé 2 ans à chercher des financements, on a tapé à la porte du ministère de la Culture, on a cherché des financements privés, on a essayé de vendre le film aux diffuseurs alors qu'il y avait un très beau récit, tout le contenu était là, une équipe professionnelle pour travailler. Malgré cela, finalement, les deniers sont sortis de nos poches. Et quand je vois, pareil dans la musique, je discutais avec un collègue, Moussa Ouagé, qui est basé, lui, au Mali, qui est implanté dans 20 territoires aujourd'hui sur le continent. Il investit également de sa poche. Et pourtant, il a un projet qui est mûr depuis 10 ans à l'export et sur le continent. Même comme ça, quand il essaie de se tourner vers les financiers et qu'on leur parle de musique, de cinéma, il tourne la tête parce que, bien entendu, ce qui nous revient, c'est que notre secteur n'est pas rentable, on ne fait que dépenser, on ne voit jamais la rentabilité au bout. Donc, et je dois bien vous dire là, Jean-Christophe, c'est quand je vois en Afrique du Sud, c'est la même chose. Je vois au Nigeria, qui est un peu différent, parce qu'aujourd'hui, on a Nollywood qui est très dynamique, donc du coup, on a prouvé à travers la rentabilité de Nollywood qu'on pouvait investir et qu'on devait investir. Et en plus de ça, la filière s'est organisée. Il y a une académie du cinéma, il y a une structure, une filière qui commence à ressembler à ce que l'on peut voir dans les pays d'Occident. Donc du coup, les investisseurs sont rassurés. Certainement,
on va avoir besoin d'un accompagnement donc, dans le secteur de la part des institutions pour qu'on puisse aussi montrer la sécurité aussi que vous nous apportez dans les institutions, parce que quand on y va seul, ils voient bien la fragilité de nos structures, parce qu'il faut être honnête, on n'a pas des structures comme les Universal, on est souvent des indépendants avec une masse salariale très faible, avec finalement une fragilité aussi dans la trésorerie, et il faut le dire, quand on va voir un investisseur ou un banquier, il regarde et il dit « ouais, mais quelle garantie tu m'apportes ?» Mais s'il n'y a pas au moins l'État pour garantir à côté, on ne va pas s'en sortir. Donc du coup, je vois bien aussi aujourd'hui l'intérêt de la jeunesse. Quand je regarde, je parcours n'importe où, aujourd'hui, tous les jeunes veulent aller dans les métiers créatifs. Ils veulent faire de la musique, ils veulent faire du cinéma, ils veulent faire des clips vidéo, ils veulent faire de l'art, ils veulent danser. Mais effectivement, ils ne comprennent pas les codes, donc ils ont effectivement besoin de formation. Et je vois de plus en plus de confrères mettre en place des modules, des stages de formation, des ateliers, ne serait-ce que pour embaucher leur personnel. Je parlais de Moussa Ouagé tout à l'heure. Lui, dans chaque fois qu'il s'implante sur un territoire, il embauche 5 salariés. Et il les forme à un process qu'il a mis en place, qu'il a entre guillemets éprouvé depuis 10 ans. Donc lui, il fait ce boulot. Mais la formation, c'est lui qui la paye, parce que finalement, et ça rentre dans ses deniers. Comme c'est lui qui investit, finalement, il a un double investissement. Le temps de la formation et le temps que finalement ces salariés deviennent rentables. Parce qu'ils ne trouvent pas une main-d'œuvre qualifiée, il faut être honnête. Il n'y a pas de formation au métier de la culture, au métier technique, au métier de production jusqu'à la diffusion. Donc on en est là. Et c'est vrai que pour renouveler cet appel pour lequel nous sommes là, oui, nous en tout cas en tant qu'opérateurs, entrepreneurs de la culture, nous avons besoin que les acteurs de l'investissement, de la finance, regardent notre secteur, apprennent à nous connaître. On a certainement aussi à apprendre à traduire notre langage aussi à ce monde-là. Donc je pense que c'est peut-être les efforts que nous avons à mener dans les temps qui viennent. Merci en tout cas. Merci Alain. Je voudrais rappeler aussi que cette initiative ou cet appel, il est global. Autrement dit, là on parle beaucoup de l'Afrique aujourd'hui parce que vous êtes présent et on est très content que vous soyez là. Mais je crois peut-être qu'on pourrait dire un mot sur le fait qu'effectivement on travaille de façon proche avec l'UNESCO. Il y a eu une première réunion qui s'est tenue, je vous disais tout à l'heure, à l'UNESCO au mois de juillet. Je crois qu'un représentant personnel de la directrice générale a assisté à la session cet après-midi. Donc, ce qui montre bien que ça a une dimension globale, qu'une grande institution dont le rôle est justement de promouvoir la culture, comme l'UNESCO est également partenaire. Il y a également, je crois déjà, un certain nombre d'institutions financières qui sont impliquées. Peut-être Pascal, vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur quel est le partenaire financier qui lui est déjà un peu convaincu de cette importance de la culture dans ses choix financiers, parce que je crois que c'est important ça doit être un peu une sorte de peer-to-peer initiative, c'est-à-dire que s'il y a un ou deux champions dans le monde de la finance qui disent voilà pourquoi nous investissons dans la culture et pourquoi nous y retrouvons, je pense que ce sera plus facile pour approcher les autres. Alors où en êtes-vous aujourd'hui dans l'implication et l'approche d'acteurs financiers et quelles sont, je dirais, vos perspectives dans les mois qui viennent? Comment est-ce que vous entendez? Parce que je comprends bien qu'à la fois le monde gouvernemental, le monde des acteurs culturels sont désireux d'aller dans cette direction, mais ce qui est important, je pense, c'est d'arriver à convaincre et à créer un argumentaire très fort pour démontrer qu'effectivement l'investissement dans la culture est un investissement qui, permet un retour, et puis qui, 2, contribue à une meilleure société. Donc, quel est votre plan ? Alors, le plan, c'est déjà, comme vous l'avez dit, le contexte de la culture comme pilier fondamental du développement durable. Il est affirmé dans un texte que je trouve très magnifique et très inspirant, qui est la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la promotion et la protection des expressions artistiques. Ce texte est fondamental et il devrait déjà être mieux connu. Donc cet appel, c'est déjà de faire connaître le cadre de l'UNESCO, comme vous l'avez rappelé, parce que c'est un cadre fondateur. Comme Alain le disait, c'est aussi de rapprocher les milieux, parce que ce n'est pas une mauvaise volonté forcément des investisseurs, mais la culture, on ne sait pas ce que c'est. C'est un milieu qui est très diversifié. C'est à la fois la presse, le film, le cinéma, la vidéo, le patrimoine, l'architecture, l'édition, les arts vivants. Donc, ça leur fait un petit peu peur. Et donc, déjà, ce serait de clarifier quelle est la diversité de ce secteur, quels sont les business models. Parce que l'investisseur, quand il investit, il doit savoir en effet comment il se projette dans un projet de plus long terme. Donc, c'est comprendre les business models.
C'est déjà donc se rencontrer. Ensuite, vous parliez de retour financier. C'est pour ça que cet appel se concentre sur ce qu'on appelle l'impact investing. Les investisseurs qui se disent à impact, ce sont des investisseurs qui sont prêts à avoir un retour financier moindre à condition qu'ils puissent évaluer l'impact social ou environnemental de leur investissement. Concrètement, qu'est-ce que leur investissement a changé dans la vie des gens? Donc nous, ce que nous voulons, c'est que c'est très bien de voir l'impact environnemental, l'impact social. On veut aussi qu'ils incluent l'impact culturel. Donc c'est encore une fois, quand on investit dans un théâtre, quand on investit dans un festival, enfin on le voit bien en Europe, la place des festivals, ça irrigue l'économie d'une ville. On parle de Cannes, d'Avignon, mais enfin pour la France, mais pour plein d'autres festivals. Donc on veut leur dire, il y a au-delà de la mission formidable de la culture qui en effet nourrit une aspiration à la dignité qui est fondamentale, parce que quand on parle de l'Afrique et qu'on sait que ce continent qui comprend 54 pays avec une démographie très très jeune, on ne peut pas leur dire vous allez bénéficier des technologies, d'avoir accès à tous les films sans être eux-mêmes créateurs de ces films. Une des plus grandes plateformes aujourd'hui, j'ai fait travailler mes étudiants sur le sujet, sur des milliers de films, il y en a une vingtaine qui viennent du continent africain. Et sur cette vingtaine, les 3/4 viennent d'un seul pays. Donc comment on peut dire tous ces jeunes ont une aspiration à expliquer leur vision du monde. Et le cinéma est un vecteur très, très, très puissant là-dessus. Donc, ce n'est pas recevoir uniquement du contenu, c'est être au cœur de ce contenu. Donc, la dimension de cohésion, d'estime de soi, elle est manifeste. Après, donc, les investisseurs, c'est leur donner des effets de mesure. Donc, vous parliez d'une initiative. Bon, Triodos, par exemple, est un des seuls investisseurs qui, sur sa page de site, dit que les investissements de Triodos visent à faire un changement positif de la société sur le plan environnemental, sur le plan social et la culture. Donc c'est un des seuls qui avait ce triptyque avec la culture. Et ces facteurs d'impact, c'est ce que cet appel peut aider à faire. C'est en effet en termes d'emploi, en termes de revenus, en termes de billetterie, d'emplois locaux, de chaînes d'approvisionnement. Tous ces indicateurs existent, il faut les rassembler, les opposer aux investisseurs et qui vont être à la fois rassurés sur la dimension de la contribution de la culture au développement durable et de mesures d'impact pour que leurs investissements, en effet, soient rentables sur un long terme, certes, mais rentables. Merci Pascal. Peut-être un dernier mot, Monsieur le Ministre. D'abord pour que vous nous disiez... quel est le rôle effectivement de est-ce qu'il y a un appétit, est-ce qu'il y a une soif pour la culture dans les populations? Est-ce qu'on peut peut-être considérer que ce débat est une vision très de gens du Nord mais est-ce que la plupart des gens n'ont pas avant tout une aspiration pour avoir le minimum d'accès à des services de base comment est perçue la culture aujourd'hui? Et par ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire aussi, je crois savoir que vous allez présider dans quelques jours une importante réunion de ministres de la Culture. Est-ce que vous allez parler de cette initiative? Parce que je pense qu'on a intérêt à en faire un grand mouvement. Dans tous les cas, j'allais revenir sur cet aspect-là que j'avais omis lorsque j'ai intervenu. Nous allons du 17 au 20 organiser à Niamey une très grande conférence, octobre, la semaine prochaine en fait, une très grande conférence des ministres des pays ACP. C'est environ 79 pays qui sont concernés. Nous attendons donc au minimum une cinquantaine de ministres à Niamey. Et les thématiques qu'on a retenues sont au cœur de votre initiative. D'abord, il y a une thématique qui va être développée dans un panel sur les rapports culture et développement durable. Donc on aura des experts, des partenaires qui vont venir faire le lien entre la culture et le développement durable. Donc quel apport de la culture dans ce combat sur les changements climatiques? Ça veut dire que quelque part il y a une grande relation entre la recherche de ce financement, entre ce souci de ressortir l'importance de la culture lorsqu'on va pouvoir montrer qu'elle a une contribution directe dans le combat contre les changements climatiques. Et la deuxième thématique, entre autres thématiques, c'est les deux importantes qui me paraissent au cœur de votre initiative, c'est la problématique du financement de la culture de façon générale. Et
Nous avions échangé sur cette thématique il y a 2 ans à Bruxelles, dans le cadre de la 4e conférence. Au cours de la 5e conférence, on revient et je compte au nom du Niger, dès lors que c'est nous qui accueillons la conférence, faire la même proposition pour que, après avoir fait un tour de table pour savoir quel est le niveau de financement par rapport au budget dans les pays ACP, aller vers cette même proposition au cas où ces 1% ne sont pas atteints dans tous les pays. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on aille vers l'harmonisation de l'effort de financement de la culture à travers le monde. Et comme vous le dites, ce n'est pas simplement de l'Afrique qu'il s'agit. L'Afrique, ce n'est que 54 pays. Et les ACP, c'est 25 pays. Donc nous allons avoir 79 pays qui seront concernés par cette rencontre. Et ça me paraît une plateforme extrêmement importante pour que cette initiative puisse être évoquée. Malheureusement, vous n'en êtes au courant qu'aujourd'hui, dans moins d'une semaine, mais à l'impossible l'une est tenue. On serait très heureux qu'il y ait un représentant de l'Institut qui pourrait parler de cette initiative. Je ferai l'effort de trouver une plage horaire pour ça. Et je vous dis que c'est aussi une opportunité pour vous, pour qu'une grande audience puisse porter votre initiative. Maintenant, parlant de l'engouement de l'existence des besoins, non, mais je pense que plus en Afrique qu'ailleurs, la culture a développé un besoin. Le diversement, si nous-mêmes nous prenons la culture dans cette dimension de diversement, de production, d'extraction, de loisirs, la jeunesse africaine, étant entendu que c'est la plus grande proportion de la population, est demandeuse de la culture, elle est demandeuse de cinéma, elle est demandeuse de la musique, et elle est très passionnée d'être acteur, d'être opérateur. Ça veut dire que le besoin est là, et il ne reste qu'aux opérateurs, que nous autres gouvernants, qu'aux partenaires tels que les cabinets de Pascal, à faire en sorte que ces besoins soient comblés à travers cette mise en synergie des acteurs, des différents acteurs. Et si nous prenons la culture au sens plus large, dans sa dimension de facteur de cohésion sociale, facteur de paix, facteur de mutualisation des efforts, je pense que là encore le besoin est plus grand parce qu'il n'y a aucun acteur de la population africaine qui ne soit concerné par ces questions de culture, surtout dans ce monde où les défis sont énormes, les défis sécuritaires sont énormes, les conflits sont nombreux. Je pense qu'on a besoin de la culture qui va être l'un des rares vecteurs qui peut contribuer à régler définitivement les conflits sociaux. Merci beaucoup. En tout cas, d'un point de vue de l'Institut Dialogue des Civilisations, nous avons été très heureux de favoriser ce rapprochement qui est tout à fait effectivement en ligne avec notre philosophie, avec notre vision de la société, notre vision du monde. Je pense qu'on pourra réfléchir, on pourra se retrouver bientôt en espérant que d'ici là l'initiative se sera développée, je dirais avec un certain nombre d'investisseurs, avec un certain nombre d'acteurs financiers de démontrer la capacité que nous avons ensemble de créer un mouvement. Je pense qu'il est important aussi, peut-être vis-à-vis, naturellement, de travailler avec les investisseurs, mais aussi avec les institutions comme les Nations Unies pour qu'elles intègrent mieux la notion de la culture comme étant un facteur de développement. Donc, il y a certainement beaucoup de travail devant nous, mais sachez, Monsieur le Ministre, qu'on est très réactif et que ça n'est pas parce que nous ne sommes qu'à quelques jours que nous ne serons pas en mesure de vous envoyer. Mais je pense qu'il est important effectivement que cette initiative puisse être présente et partagée dans ce groupe de 50 ministres de la Culture. Je pense que c'est très important, que nous voulons nous donner les moyens de réussir ce que nous entreprenons. Nous sommes également très reconnaissants à Monsieur le Président Issoufou d'être venu ici à Rhodes et partager sa vision d'un grand leader africain, je crois qu'on peut le dire, qui a à la fois en matière économique avec la zone de libre-échange commercial, mais aussi en matière de gouvernance, représente un modèle, je crois on peut le dire. Je veux dire, il y a peu de grands leaders africains qui annoncent à l'avance qu'ils se retirent. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit en matière de culture, que ce soit en matière de gouvernance, il faut procéder par modèle. C'est comme ça aussi qu'on peut bâtir la confiance, qu'on peut progresser. Et je crois que parfois on a été considéré un peu comme étant des rêveurs, des utopistes, des naïfs. Mais je pense qu'il y a
si l'on arrive à agréger, comme on essaie de le faire à travers cette initiative, des gens qui ont la capacité de penser, la capacité d'innover, la capacité d'agir, on peut faire une grande différence. Voilà, en tout cas, donc je voulais partager cette petite brochure qui a été réalisée, qui est un peu une synthèse de l'état d'avancement des travaux. Encore une fois, un grand merci à Pascal qui dirige Respetica et qui a eu, je crois, cette intuition et cette vision de lancer cette initiative. On est très heureux que à la fois les acteurs culturels, mais aussi gouvernementaux, que l'UNESCO, que la Banque Triodos se soit déjà agrégés à cette initiative. Et donc maintenant, il faut qu'on passe à l'état supérieur. Un grand merci.